Bonjour. À titre de coprésidente du comité régional en Ativade, il me fait plaisir de vous présenter la trajectoire optimale du patient qui quitte sous Ativade. Cette présentation aura lieu en deux parties. La première discutera des travaux du comité régional en Ativade, incluant la trajectoire optimale Ativade ainsi que les rôles et responsabilités des principaux intervenants, alors que la deuxième s'adresse principalement aux pharmaciens dispensateurs, puisqu'on y parlera des principales étapes de préparation stérile, les étapes de dispensation du médicament, ainsi que les rôles et responsabilités du pharmacien dispensateur proprement dit. Avant de débuter, je dois divulguer mes conflits d'intérêts, donc il m'arrive de donner certaines conférences en anticoagulothérapie et dans le traitement avec les antiplaquettaires. Par contre, il n'y a aucun conflit d'intérêts en lien avec la présente formation. Donc, les objectifs de la première partie, c'est de connaître le mandat du comité régional Ativade et de ses principaux travaux en cours, de comprendre également la trajectoire de soins Ativade instaurée sur le territoire de la capitale nationale, c'est-à-dire connaître les rôles et responsabilités des principaux intervenants de cette trajectoire, et également, en toute fin, de prendre en charge un patient qui quitte avec un Ativade sur le territoire de la capitale nationale. Avant de commencer, je dois vous aviser que le comité régional en Ativade, c'est un comité qui découle du CRSP. Le CRSP, qui est le comité régional sur les services pharmaceutiques. Et le mandat du CRSP est de faire des recommandations sur l'organisation des services pharmaceutiques ainsi que sur la planification de la main-d'œuvre, de donner des avis sur l'accessibilité et la qualité des services pharmaceutiques, de donner son avis sur les nouvelles approches en soins et services pharmaceutiques ou exécuter tout autre mandat que lui confie le président directeur général. La composition du CRSP, donc il y a 3 pharmaciens propriétaires qui y siègent, ainsi que 3 pharmaciens salariés, 3 pharmaciens d'établissement qui vont siéger également sur le CA de leur établissement, c'est-à-dire l'UCPQ, le CHU de Québec et le SUS Capitale Nationale, ainsi que les 3 chefs de département des 3 établissements, et enfin le PDG du SUS Capitale Nationale. Donc, tel que mentionné, le comité régional Ativade est un sous-comité du CRSP. Son mandat est d'établir la trajectoire de soins optimale pour les usagers qui quittent sous Ativade sur le territoire de la capitale nationale. Donc, les travaux en cours du comité régional Ativade sont l'uniformisation des outils d'information pour l'usager. En fait, ces outils-là ont été finalisés. Ils sont disponibles sur le site Internet du SUS Capitale Nationale depuis la fin 2017. Et il s'agit en fait d'infomédicaments et également d'informations reliées sur les modes d'administration. Il y a aussi la révision du matériel à remettre qui devrait être implanté en fait au 1er avril 2018. On a revu les critères d'admissibilité au programme Ativade. Je vais vous les présenter sous peu. On est en train de réviser et d'uniformiser les recettes Ativade et le choix du mode d'administration. Les recettes qui seront déployées au mois de juin 2018. Enfin, on a révisé complètement la trajectoire du médicament dans le cadre du programme Ativade. Et c'est la trajectoire qu'on vous présentera aujourd'hui qui devrait être déployée en mai-juin 2018. Et cette trajectoire-là vient vraiment uniformiser les soins et préciser les liens entre les pharmacies dispensateurs et les pharmacies préparateurs. Donc, les membres du comité régional Ativade, au niveau des établissements, il y a 4 pharmaciens d'établissement qui siègent sur le comité régional Ativade, 2 pharmaciens communautaires, des infirmières cadres qui travaillent autant dans le CHU de Québec qu'à l'UCPQ. Et vous remarquerez que tant le volet pédiatrique que le volet adulte sera représenté. Et enfin, des infectiologues qui agissent sous forme de consultation au comité. Tout à l'heure, je vous ai parlé qu'il y avait des dépôts, des sites, qu'il y avait des dépôts, des feuillets d'information, autant pour les médicaments que pour les modes d'administration sur le site Internet du SUS Capitale Nationale. Donc, vous avez l'adresse Internet où se retrouvent les principaux documents du comité régional Ativade.
Vous pouvez également taper tout simplement Comité régional Ativade sur Google et vous aurez accès à toutes les informations. Donc, concernant les travaux en cours, le premier volet était justement d'uniformiser les outils d'information. Alors, tous les feuillets d'information qui étaient disponibles sur le territoire de la capitale nationale et qui étaient utilisés par tous les établissements, autant le CHU, l'IUCPQ que le CIUS à Charlevoix. Donc, tous ces feuillets d'information-là ont été révisés. On a créé des formulaires d'information médicaments uniformisés et uniques qui ont été déposés sur le site Internet du CIUS Capitale Nationale. On a révisé aussi tous les feuillets d'information reliés au mode d'administration et ces feuillets ont été déposés sur le site Internet du CIUS Capitale Nationale. Nous avons ciblé là, les 4 modes d'administration, donc administration par pompe, par intermède, par gravité et par seringue, donc IV direct. Notez que les infomédicaments ont été aussi déposés dans le logiciel Vigilance, qui est utilisé par la plupart des pharmacies. Et les pharmacies dispensatrices ont la responsabilité justement de remettre un feuillet d'information à leurs patients qui quittent sous le programme Ativade. Donc, ils doivent faire l'enseignement qui s'y rattache. Donc, ce n'est pas l'obligation de la pharmacie préparatrice, mais bien de la pharmacie dispensatrice. Et c'est pourquoi on tenait à mettre toutes les informations à jour, disponibles facilement pour les pharmacies dispensatrices. Voici un exemple d'infomédicament. Donc, vous y trouvez les principales informations, c'est-à-dire l'action du médicament, comment on doit conserver le médicament. Donc, la plupart du temps, ils se conservent tous au réfrigérateur. Les précautions particulières, les principaux effets indésirables et les effets indésirables qui nécessitent une consultation médicale. Ensuite, nous avons révisé le matériel à remettre. Donc, on s'est rendu compte que le matériel à remettre était très variable d'un établissement à l'autre, ce qui entraînait beaucoup de pertes, de gaspillage et parfois même du manque de matériel pour le patient. On s'est assuré aussi que lors de la révision, que cela réponde aux normes d'assurance par la RAMQ et par les assurances privées. Donc, tout le matériel qui est remboursé par la RAMQ et les assurances privées devront être achetés par le patient. Le reste du matériel devra être fourni par l'établissement ou par le CIUS. En fait, on a établi 2 trajectoires distinctes. Le patient qui est autonome dans l'administration de ses médicaments, tout son matériel sera remis par l'établissement au moment du départ du patient et de la formation. Pour ce qui est du patient non autonome, c'est-à-dire le patient qui reçoit ses médicaments soit par le service courant ou le maintien à domicile. Alors, évidemment, quand le patient quittera, il va avoir le matériel nécessaire pour les premières doses, mais tout le reste du matériel sera remis par les infirmières du CIUS, donc du maintien à domicile ou du service courant. Donc, par exemple, le matériel qui va être remis par l'établissement, le maintien à domicile ou le service courant. Donc, on parle des seringues, des aiguilles, des tampons d'alcool, des tubulures, des piles. Ça, il est arrivé parfois là, que le patient doive payer pour les piles, mais comme ce n'est pas remboursé, ça doit vraiment être fourni par l'établissement. Et également les fioles ou les seringues d'Heparin-Loc. Pour ce qui est du matériel que le patient doit se procurer à sa pharmacie, évidemment l'antibiotique, les seringues de NaCl pour irrigation et le contenant à aiguille. Maintenant, concernant les critères d'admissibilité qui ont été révisés, donc les critères d'admissibilité, évidemment, le patient doit être stable au niveau clinique. Il doit nécessiter un programme intraveineux, il doit accepter de recevoir ce traitement-là à domicile. Il doit avoir accès à une voie veineuse sûre et stable. Au niveau des critères d'exclusion, donc une allergie ou une intolérance aux médicaments intraveineux en cours, donc évidemment, si le patient présente une allergie, un autre choix de médicaments d'antibiotiques devra être fait. Ensuite, les patients qui ont un problème cognitif important qui compromet l'adhésion au traitement ou qui n'ont pas de personnel de support à la maison, eux devront être exclus. Les patients qui présentent une incapacité physique qui compromette le traitement, par exemple, un patient qui aurait une capacité visuelle ou auditive problématique va être exclu du programme. Évidemment, si par exemple un patient est sourd et qui quitte avec une pompe Ativade, il ne sera pas capable d'entendre les alarmes, donc ça devient un critère d'exclusion au programme Ativade.
Ensuite de ça, les patients qui ont des moyens de communication inaccessibles, donc évidemment, il faut que le patient ait accès à un téléphone pour qu'on puisse le rejoindre en tout temps ou qu'il puisse rejoindre le 24/7, par exemple, s'il y avait un problème. Ensuite, les patients qui ne disposent pas d'un réfrigérateur, comme tel que mentionné, puisque les antibiotiques se gardent au réfrigérateur, c'est important d'avoir accès à un réfrigérateur. Les patients qui sont sans domicile fixe ou qui vivent dans un milieu insalubre. Et enfin, les usagers de drogues intraveineuses ou les patients qui ont des antécédents suicidaires récents. Maintenant, concernant l'uniformisation des recettes, donc on était bien conscient que tous les établissements du territoire de la capitale nationale avaient ses propres recettes, ce qui pouvait être problématique pour les pharmacies préparatrices. Chacune des pharmacies préparatrices se faisait des espèces de cartables de recettes, dépendamment que le patient arrivait du CHU ou de l'IUCPQ. Alors, on est en train de revoir complètement toutes les recettes. On revoit les recettes en fonction des stabilités disponibles également, en fonction des normes en cours et dont les normes de l'OPQ. Donc, toutes les recettes vont être déposées sur le site Internet du CIUS Capitale Nationale. On estime que ces recettes-là seront déposées d'ici le mois de juin 2018. Donc, vous pourrez tous les consulter en temps réel sur le site Internet. On ne vous encourage pas à faire des copies et faire des cartables de recettes, puisque ça se peut que, en fait, il va y avoir un processus constant de révision. S'il y a des révisions majeures sur l'ensemble des recettes, on vous tiendra informé via le site Internet du CIUS Capitale Nationale, mais ça se peut qu'il y ait des recettes ponctuellement qui soient révisées et à ce moment-là, on pourra, c'est important vraiment de les consulter en temps réel. Pour nous permettre la révision des recettes, on s'est doté de principes directeurs qui ont été établis et approuvés. Donc, approuvés par diverses instances, notamment les comités d'antibiothérapie des établissements, donc du CHU et de l'IUCPQ. Alors, en raison de la sécurité, donc la gravité va être réservée vraiment juste en dernier recours si aucun autre mode d'administration est possible. Ensuite de ça, les modes d'administration aux 18 heures et aux 36 heures qui entraînaient beaucoup de risques d'erreur et qui étaient très complexes pour le CLSC n'ont pas été retenus. On a aussi évité de faire des recettes avec des stabilités de moins de 48 heures puisque ça devient très complexe pour les pharmacies préparatrices de réaliser les préparations dans des délais acceptables et ensuite de livrer le médicament au patient tout en respectant cette courte stabilité-là. Donc, on s'est fixé au moins 48 heures de stabilité. Ensuite de ça, pour les patients qui avaient des aminosides ou de la vancomycine, on a fait des doses arrondies pour faciliter aussi et limiter le nombre de recettes. Pour des raisons évidentes, on a favorisé les recettes dans du NaCl plutôt que dans le dextrose. Et aucune recette ont été créées dans des sacs de 50 ou de 100 millilitres. Ou à l'inverse, dans des gros sacs de 1000 millilitres qui seraient très complexes pour le patient là, à garder sur lui et à transporter. Et enfin, les recettes avec des tubulures à haut débit ont été retirées. Donc, les tubulures à haut débit, on ne les utilise plus puisqu'elles sont très dispendieuses. Par contre, ce que ça va entraîner, c'est que ça se peut que pour un médicament X, ils doivent être administrés par pompe sur une période de temps un petit peu plus longue qu'habituellement. Donc, vous avez ici une idée des recettes. Donc, on a gardé le même format pour chacune des recettes qui seront disponibles, je le répète, sur le site Internet du CIUS Capitale Nationale. Donc, on a révisé toutes les doses possibles, les écarts thérapeutiques également. Et vous avez une recette pour chacun des médicaments avec les durées limites d'utilisation et les références. Donc maintenant, je vais vous présenter le vif du sujet, c'est-à-dire la révision de la trajectoire du médicament proprement dite. Il faut comprendre que cette trajectoire-là s'applique pour des patients qui habitent là, dans un rayon d'à peu près 25 km d'un établissement de la région de Québec, évidemment pour respecter là, les limites entraînées avec la livraison. Donc, pour arriver à fixer une trajectoire unique pour le patient qui quitte avec une préparation Ativade, il faut former toutes les pharmacies dispensatrices. C'est le but de la présentation actuelle.
Il fallait aussi fixer une heure de tombée. Donc, une heure de tombée qui permettrait aux pharmacies préparatrices d'avoir le temps de préparer les antibiotiques et également de les livrer à la pharmacie dispensatrice dans des délais acceptables. Alors, l'heure de tombée a été fixée à 14h30. Ce qui veut dire que pour toutes les nouvelles prescriptions qui sont reçues avant 14h30, la trajectoire va être appliquée intégralement. C'est-à-dire que pour toutes les nouvelles prescriptions reçues avant 14h30, il va y avoir un appel qui va être fait à la pharmacie dispensatrice et cette dernière sera responsable de contacter une pharmacie préparatrice pour faire préparer les antibiotiques dans des délais acceptables. Et dans le fond, l'établissement maintenant va servir uniquement les doses jusqu'à 20 heures le jour même. Et ça s'appliquera pour tous les établissements, autant au niveau du CHU qu'à l'IUCPQ. Donc, par exemple, à l'IUCPQ, traditionnellement, on servait pour 48 heures de traitement. Bien, maintenant, on va servir jusqu'à 20 heures le jour même. Maintenant, pour toutes les nouvelles prescriptions reçues après 14h30, à ce moment-là, ce sera une gestion cas par cas. Donc, l'établissement pourra servir les doses jusqu'à midi le lendemain ou, dépendamment des établissements, il y aura un contact téléphonique de l'établissement à la pharmacie préparatrice pour faire un arrangement. Enfin, pour toutes les pour tous les renouvellements de prescription, la pharmacie dispensatrice devra tenir un agenda de suivi afin de respecter l'heure de tombée et, à moins de situations exceptionnelles, aucune préparation ne sera réalisée par l'établissement lors d'un renouvellement de prescription. Donc, voici maintenant les rôles et responsabilités des divers intervenants. Alors, je vous présente ici la trajectoire proprement dite. Vous remarquerez que le patient est au cœur finalement des préoccupations de plusieurs intervenants. Par contre, 2 intervenants ont un rôle clé auprès du patient, c'est-à-dire, je vais l'appeler l'intervenant établissement. Donc, l'établissement qui doit fixer le meilleur antibiotique pour le patient, qui va aussi s'assurer du suivi du patient, mais également, dans le bas, la pharmacie dispensatrice qui va avoir un rôle clé quant à la préparation de l'antibiotique proprement dite, mais aussi quant à la livraison au patient et quant à l'information pour le patient, le suivi et la surveillance. Donc, on va y revenir tout au long de la présentation. Si on prend chacune des parties de la trajectoire étape par étape, donc au niveau de l'établissement, on a le médecin qui va évidemment faire l'évaluation médicale, qui va faire le choix de traitement optimal, qui, en collaboration avec les infirmières, vont évaluer les critères d'admissibilité, donc va s'assurer que son patient peut quitter sous le programme Ativad, va aborder aussi l'aspect financier avec l'usager lorsque pertinent, donc va aviser le patient que quand même s'il quitte avec un antibiotique intraveineux, il y a des frais, mais qui sont remboursés par les assurances privées et la RAMQ. Va également rédiger l'ordonnance initiale d'Ativad. Il va y avoir un formulaire qui va être standardisé et uniformisé, mais on s'attend à ce que ça soit déposé plutôt à l'automne 2018. Donc, sur cette ordonnance initiale-là, donc il va avoir la posologie complète, la recette qui va avec et la date de prochain rendez-vous. Et évidemment, s'il y a des dosages d'aminosides ou de vancomycine, le médecin va indiquer la date du prochain dosage. Si le médicament est un médicament d'exception ou un patient d'exception, les demandes seront rédigées par le médecin. Le médecin est responsable, évidemment, de prescrire et de faire les suivis des prélèvements sanguins s'il y a lieu. Il va donner les conseils reliés à l'infection et il va donner les conseils vraiment sommaires, donc des principaux effets indésirables de l'antibiotique. Maintenant, quant au rôle de l'ATP ou de l'infirmière de l'établissement, parce que vous comprendrez que les cliniques Ativad diffèrent d'un établissement à l'autre. L'objectif du comité régional n'était pas de reformuler chacun des cliniques Ativad de tous les établissements. Donc, on maintient les responsabilités des professionnels en place. Alors, soit l'ATP ou l'infirmière de l'établissement va évaluer les critères d'admissibilité conjointement avec le médecin lors de l'initiation de l'Ativad,
Va faire un arrimage aussi pour la préparation des premières doses d'antibiotiques au SCAS de l'établissement. Comme je vous disais, on va fournir, l'établissement s'engage pour, lorsque la trajectoire est appliquée avant 14h30, de servir jusqu'à 20h le soir même. Ensuite de ça, la transmission de l'ordonnance initiale se fera à la pharmacie dispensatrice par fax et téléphone. Donc, si on est avant 14h30, l'établissement va appeler la pharmacie dispensatrice pour l'aviser qu'elle va recevoir dans les prochaines minutes une ordonnance pour un Ativade. Donc, la pharmacie dispensatrice devra alors faire les démarches auprès de la pharmacie préparatrice. Donc, il n'y aura plus d'appel systématique à la pharmacie préparatrice par l'établissement. Il y aura un appel uniquement si l'heure de tombée est dépassée. Donc, ça va changer beaucoup la pratique, d'où l'importance de la présente formation. Ensuite de ça, pour les ordonnances de poursuite, de modification ou de cessation de traitement, il va y avoir information par fax seulement. Donc, à ce moment-là, ça va être important que les pharmacies dispensatrices tiennent leur agenda pour s'assurer du suivi adéquat. L'ATP ou l'infirmière de l'établissement va également donner des conseils reliés à la conservation du médicament et eux aussi vont parler des principaux effets indésirables du médicament. Ensuite de ça, pour le patient qui va quitter avec une pompe CAD, on va lui parler de la programmation, on va lui expliquer la pompe, les alarmes. L'établissement va planifier tous les rendez-vous nécessaires au suivi, y compris les prélèvements sanguins, donc va faire la liaison pour les prélèvements sanguins avec le CLSC ou le centre de prélèvement. Les premières doses vont toujours être administrées par l'établissement, donc ça va être une façon, entre autres, de valider qu'il n'y a pas d'allergie aux médicaments. L'établissement va remettre tout le matériel nécessaire au patient selon la trajectoire, donc selon que le patient soit autonome ou non. Ensuite de ça, l'infirmière va donner tous les conseils reliés au mode d'administration du médicament. Elle pourra consulter au besoin le site Internet du SUS Capitale Nationale pour avoir accès aux infos reliées au mode d'administration. L'infirmière pourra parler aussi des conseils relatifs à l'infection et fera évidemment la liaison avec le CLSC. Pour ce qui est du pharmacien d'établissement, donc le pharmacien d'établissement va valider l'ordonnance d'Ativade pour l'administration de la première dose d'antibiotiques. S'il y a des ajustements de dose à faire, il le fera auprès du médecin. Ils vont valider et vérifier les premières doses préparées par le SCAS. Et, par exemple, si le pharmacien d'établissement suivait une pharmacocinétique de la vancomycine ou d'un aminoside, il va prescrire et suivre et faire le suivi des prélèvements sanguins. Si on continue au niveau de notre trajectoire, on va parler maintenant du rôle de la pharmacie dispensatrice. Donc, la pharmacie dispensatrice, dès qu'elle recevra l'ordonnance, devra contacter par téléphone rapidement la pharmacie préparatrice pour mettre en branle la préparation des antibiotiques. Elle devra aussi tenir un agenda de façon très étroite afin de s'assurer de la continuité des soins. Et une fois qu'elle aura reçu les antibiotiques, devra s'assurer d'une livraison ou d'une remise rapide de l'antibiotique au patient, tout en lui donnant un certain nombre d'informations. Donc, le rôle et responsabilités reliées aux pharmaciens dispensateurs, donc tel que mentionné, il va réceptionner et transmettre rapidement l'ordonnance initiale à la pharmacie préparatrice en respectant l'heure de tombée. C'est lui qui va aussi déterminer la quantité à faire préparer, bien qu'il va déjà avoir une bonne information avec les informations qui vont se retrouver sur l'ordonnance initiale. Il va lui aussi discuter sommairement de l'aspect financier avant la préparation du médicament. Vous savez, il peut y arriver parfois des patients qui ont des problèmes financiers, donc il faudra trouver un arrangement avant la préparation du médicament. Il y aura à faire l'analyse du dossier pharmacologique. Et lorsqu'il recevra les antibiotiques par la pharmacie préparatrice, il doit quand même vérifier sommairement le médicament, c'est-à-dire s'assurer que c'est le bon produit, la bonne concentration, que les dates de péremption sont adéquates et qu'il n'y a pas de présence de particules ou de bulles d'air.
Enfin, il devra faire un étiquetage adéquat de l'antibiotique préparé. Cette section-ci sera discutée plus longuement dans la partie 2 de la présentation. Toujours au niveau des rôles et responsabilités du pharmacien dispensateur, c'est à lui que revient la facturation. Il doit aussi remettre ou livrer le médicament à l'usager la journée même. Je vous rappelle que l'établissement s'engage à servir jusqu'à 20 heures inclusivement, donc c'est important que le médicament soit remis la journée même. Il doit faire un conseil complet sur le médicament intraveineux. Donc, chacun des intervenants que le patient aura rencontré à l'établissement lui aura donné un peu d'informations, mais vraiment, le pharmacien dispensateur doit donner un conseil complet sur le médicament. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs déposé les feuillets d'information sur le site Internet du SUS Capitale Nationale pour que vraiment tous les intervenants donnent les mêmes informations concernant le médicament. Donc, plus spécifiquement, le pharmacien dispensateur devra discuter de la conservation, des effets indésirables, des interactions s'il y a lieu et du meilleur moment d'administration pour le patient. Enfin, le pharmacien dispensateur est également tenu de faire le suivi du traitement, donc, je le répète, d'utiliser son agenda de suivi et aussi de transmettre rapidement les ordonnances à la pharmacie préparatrice par fax. Et je vous rappelle que le pharmacien dispensateur, selon la norme de l'OPQ 2014, donc a la responsabilité de valider l'ordonnance. Il doit aussi vérifier et étiqueter et entreposer adéquatement le produit. Enfin, il doit s'assurer le transport sécuritaire, c'est-à-dire respect de la chaîne de froid, entre autres. Et enfin, il doit s'assurer de la prise en charge du patient. L'OPQ a d'ailleurs émis une lettre en juillet 2017 qui donne encore plus d'informations quant aux responsabilités du pharmacien dispensateur, c'est-à-dire d'assurer la continuité des soins, donc de fournir l'information au patient quant au bon usage de son antibiotique et de procéder à toutes les étapes de la surveillance de la thérapie. Alors, c'est beaucoup de responsabilités pour le pharmacien dispensateur. Alors maintenant, pour ce qui est de la pharmacie préparatrice, la pharmacie préparatrice, elle aussi, devra se tenir un agenda pour bien arrimer toutes ses préparations, devra faire la préparation, faire la livraison rapide à la pharmacie dispensatrice, mais devra s'assurer d'un emballage adéquat qui respecte la chaîne de froid. Donc, le pharmacien préparateur, selon les normes d'OPQ 2014-01, doit surveiller l'ensemble des activités liées à la préparation de produits stériles. On en parlera plus longuement lors de la partie 2 de cette formation-là. Et si le pharmacien n'est pas dispensateur, il doit collaborer avec le pharmacien dispensateur afin que chacune des activités de prise en charge du patient soit réalisée par au moins un d'entre eux afin d'éviter tout bris de service. Donc, ici se termine la première partie de la formation concernant la trajectoire optimale du patient qui quitte sous Ativade. Si vous avez des questions, je vous encourage à les formuler à une des coprésidentes du comité, c'est-à-dire moi-même, Isabelle Taillon ou Geneviève Tremblay au CHU de Québec.